Bonjour et bienvenue à tous dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce jeudi, nous allons revenir sur la catastrophe de l'Amoco Cadiz. Ce vendredi, cela fera 40 ans que le pétrolier s'est échoué sur les côtes nord de la région. Nous reviendrons donc largement sur l'une des plus grandes marées noires. Dans l'actualité également, plusieurs manifestations. Les personnels des EHPAD étaient de nouveau dans la rue ce jeudi. Les retraités étaient également mobilisés. Voilà pour le programme de cette édition. Tout de suite, l'actualité de votre région du jeudi 15 mars 2018. Et nous ouvrons cette édition avec la venue de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture à Vannes dans le Morbihan. Il clôturait l'Assemblée générale de la Fédération nationale des producteurs de lait. En marge de cette visite, il s'est exprimé sur le dossier Doux. Comme nous vous le disions en début de semaine, le volailler breton en redressement judiciaire examine en ce moment une offre de reprise du groupe ukrainien MHP. L'État pourrait soutenir un repreneur crédible, mais est-ce le cas de MHP? Stéphane Travert a répondu à Fanny Cocognier. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va nous permettre demain de pouvoir continuer à structurer la filière, qu'est-ce qui va nous permettre demain d'avoir et de faire cette montée en gamme dont nous avons besoin, qu'est-ce qui va permettre aussi à la filière volaille bretonne de pouvoir émerger sur de nouveaux marchés. Donc il y a des offres qui ont été faites, nous attendons de pouvoir bien connaître ces offres, il y a celle de MHP dont vous parlez, peut-être d'autres seront à venir, il faudra travailler sur ces offres et vérifier en quoi, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan industriel, elles sont viables et ensuite travailler avec les salariés et les éleveurs pour que personne ne soit laissé de côté. Dans l'actualité également, la mobilisation des retraités ce jeudi matin dans de nombreuses villes de la région. À Lorient, par exemple, plus de 2000 personnes se sont rassemblées. En ligne de mire, la hausse de la CSG d'1,7 point, une mesure qui ne passe pas, comme nous le montre Karine Chevrolier. Ancienne infirmière en milieu hospitalier, Françoise, 61 ans, est une toute jeune retraitée. Elle vit seule dans cette maison port-louisienne. Dépenses incompressibles déduites, il lui reste environ 400 € par mois. Avec l'augmentation de la CSG, son budget est désormais imputé de 33 €. Il faut faire son budget, il faut être plus attentif à ce qu'on dépense tous les jours. Je crois que je vais être obligée de recalculer combien je dépense et voir là où éventuellement je pourrais faire attention, parce que c'est vrai que sur janvier-février, j'ai largement dépassé quand même mes revenus. Avec une retraite de 1 757 € par mois, Françoise n'est pas, comme elle dit, la plus à plaindre. Reste une crainte que l'augmentation de la CSG ne s'arrête pas là. Pour les retraités et syndicats mobilisés ce jeudi matin, cette baisse est une décision sans précédent de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on se retrouve avec des retraites nettes qui sont revenues au niveau de fin 2011, début 2012. C'est-à-dire que c'est absolument intolérable. Il n'y a personne dans ce pays qui a effectivement des revenus qui ont diminué de cette manière-là. Et c'est la première fois qu'effectivement un gouvernement diminue la pension perçue par les retraités. Il y a eu jusque-là, il y a eu des gels qui ont été intervenus, il y a des non-revalorisations, mais il n'y a jamais eu de ponction comme cela est en train de se produire. Des retraités inquiets pour le présent, mais également pour l'avenir. Ils ont rejoint pour certains le mouvement de protestation contre la dégradation des conditions de travail et de prise en charge des résidents dans les EHPAD. C'est une épave qui gît maintenant à 40 mètres de profondeur devant Port-Salle sur la commune de Ploudalmézeau sur la côte nord de la Bretagne. Cette épave, c'est celle de l'Amoco Cadiz, un pétrolier qui s'est échoué, cela fera 40 ans ce vendredi. Alors que s'est-il passé le 16 mars 1978 pour que ce supertanker libérien libère plus de 220 000 tonnes de pétrole sur les côtes? Le retour sur les faits avec Jérôme Gallo. Avec sa cale de 330 mètres, l'Amoco Cadiz est un géant des mers. Début février, le navire au pavillon libérien quitte une nouvelle fois le golfe Persique, la cale pleine de brut. Ce sera son dernier voyage. Il double cap Bonne-Espérance, direction le port industriel de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le 16 mars, une ultime épreuve attend l'Amoco. Un vent ouest-sud-ouest de force 9 souffle au large de la Bretagne. Au nord-ouest, une avarie de gouvernail est détectée. Il est 9h45, le supertanker dérive vers la côte. L'unique remorqueur de la Marine nationale n'est pas disponible. C'est donc un navire privé, le Pacifique, qui arrive à la rescousse 3 heures plus tard. Sauf que le remorqueur manque de puissance face aux 220 000 tonnes de l'Amoco Cadiz. Toutes les remorques convoyées cassent, les unes après les autres.
Il est 22h12, le pétrolier se fracasse sur les rochers de Port-Salle. Et une fois le pétrolier échoué, c'est la solidarité qui se met en place sur les 360 km de la région touchée par la pollution pour nettoyer les plages et les rochers. Un plan Polmar est déclenché par l'État. Les maires décident aussi de se mobiliser pour faire condamner la société pétrolière. Après une longue bataille judiciaire, ils finissent par obtenir gain de cause. C'est une première pour l'époque. Mathilde Kemener a retrouvé certains protagonistes de l'époque. Je vous propose de les écouter. Il y a 40 ans, cette côte de granit rose était noire, polluée par le mazout de l'Amoco Cadiz, un pétrolier brisé en deux. Cette catastrophe écologique est l'une des plus importantes qu'ait connue la France. Cet ancien maire de Pleumeur-Bodou a cru ne jamais arriver à bout du nettoyage. Là, c'était énorme, puisque de 227 000 tonnes de mazout qui sont échappées de l'Amoco, pratiquement 80-90% étaient sur la côte de granit rose. On avait besoin de tracteurs, on avait besoin de bennes, on avait besoin de fosses. C'est une gigantesque machine qui a dû se mettre en route. S'en est suivi un autre combat qu'il croyait aussi perdu d'avance, attaquer la société en justice avec d'autres maires ruraux du jamais vu. Ils ont finalement gagné, mais l'indemnisation les a déçus. Ça crée jurisprudence derrière, ça crée un effet d'entraînement pour que les autres puissent suivre derrière. Mais pour nous, ça a été un peu une déception, parce que le risque environnemental n'a pas été pris à sa juste mesure. À l'époque, certaines espèces d'oiseaux, notamment sur la réserve des 7 îles, ont perdu 40% de leurs effectifs. Cet accident remettait en cause non seulement la survie de la colonie, mais en fait des décennies de protection de la nature. Et maintenant, ces populations ne s'en sont pas vraiment remises, puisqu'elles sont encore à leur niveau le plus bas. Et de nos jours, le mazout de l'Amoco Cadiz et des autres marées noires est toujours présent sur le littoral, comme ici à Trégastel, où 50 000 mètres cubes sont enfouis sous ce lac et à proximité, selon le site gouvernemental Bassias. En Bretagne, il existerait une centaine de sites de stockage pleins, dont 65 en Côte d'Armor, d'après l'association Robin des Bois. Elle alerte sur les risques de pollution. Contacté, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et Pauline Ferco livre d'autres informations et d'autres images d'archives sur cette catastrophe écologique majeure de l'histoire de la Bretagne. C'est dans votre magazine L'Instant T à suivre. Vous pouvez évidemment revoir ce magazine sur les sites internet de TBO et TB Sud. La fameuse route des Chicanes à Notre-Dame-des-Landes devait être ouverte à la circulation en début de semaine prochaine, mais des dégradations ont été réalisées ce mercredi. Le détail avec Jérôme Gallo. À Notre-Dame-des-Landes, la route des Chicanes a encore été dégradée dans la nuit de mercredi. Le chantier qui doit permettre de rouvrir la circulation, la fameuse départementale 281, est donc suspendu. Le département de Loire-Atlantique vient de déposer plainte. L'interdiction de circuler devait être levée d'ici quelques jours. Après ces dégradations, il faudra donc encore patienter. Les retraités sont en colère et les EHPAD au ralenti ce jeudi. Que ce soit à Lorient, Brest, Paimpol, dans les Côtes-d'Armor ou même Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, des centaines de grévistes ont suivi le mouvement national. Les professionnels de santé dénoncent la dégradation générale de leurs conditions de travail. Ils réclament plus de moyens pour assurer dignement les soins. C'est la deuxième grève en un mois. Le Sénat a dit non à la renégociation des tarifs de rachat de l'électricité, produite entre autres par le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc. Tard mercredi soir, les élus ont rejeté l'amendement polémique déposé par le gouvernement. Voilà Loïc Chenet-Girard rassuré. Dans un courrier adressé hier au Premier ministre, le président de la région Bretagne s'inquiétait vivement de l'absence de concertation à ce sujet. Un poids lourd a éventré une maison à Crédin dans le Morbihan tôt ce jeudi matin. Heureusement, celle-ci est inoccupée et aucun blessé n'est à déplorer. Selon les premiers éléments, le camion a mordu l'accotement et a perdu le contrôle. En définitive, plus de peur que de mal. Le Brest Bretagne Handball se construit un effectif taillé pour la Coupe d'Europe. Le club a annoncé ce jeudi le recrutement pour les 3 prochaines saisons d'Isabelle Gulden, l'une des meilleures joueuses au monde, tout simplement. La demi-centre suédoise de 28 ans va donc quitter les Roumaines de Bucarest avec qui elle a remporté la Ligue des Champions en 2016.
Ce jeudi, une nouvelle aire de réparation navale a été inaugurée sur le port de Concarneau. Les moyens de carénage ont été mis aux normes pour un montant de 13 millions d'euros. Un nouveau chariot élévateur de 400 tonnes a également été installé. Des travaux essentiels pour la profession pour rester compétitif sur le marché. Michael Carnès du Conseil départemental du Finistère et Pascal Piriou, le président de l'interprofession du port de Concarneau, ont répondu à Sophie Lecroisier. Il faut tenir dans l'intensité et dans la durée, et pour ça il faut convaincre les institutionnels qui deviennent de plus en plus des investisseurs que placer de l'argent sur des installations publiques dans le port de Concarneau, c'est obtenir un retour non pas financier, mais un retour en emploi, en fiscalité accessoirement, et dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un schéma d'aménagement que nous avons bâti il y a quelques années et ensuite y aller étape par étape. La réparation construction navale, c'est une étape importante. Nous avons franchi les frontières et donc les enjeux sont au moins aussi importants d'un point de vue territorial dans le sud de la Bretagne que dans le nord. Donc c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de Lorient avec nos amis de l'interprofession du port de Lorient. On va commencer à travailler ensemble pour mutualiser les engins, mutualiser les actions commerciales, mutualiser le personnel pour optimiser l'activité navale en Bretagne Sud. Et toujours dans votre magazine L'Instant T, Sophie Lecroisier revient plus en détail sur les enjeux de développement des ports pour les départements et la région. Nous vous proposons à présent une visite exceptionnelle dans les égouts de Brest. Sous les rues de la ville, une partie de ces conduits est en pleine rénovation. Des réseaux qui n'avaient jamais été réparés et nettoyés depuis leur construction après la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour nous de nous y faufiler. Regardez le reportage de Frédéric Lorenzon. C'est un geste quotidien et banal, mais pour assurer la bonne évacuation des eaux usées de 140 000 Brestois, ces hommes lourdement équipés plongent régulièrement à 2 mètres sous la chaussée. Tout le réseau a été entièrement curé et nettoyé à la haute pression, jusqu'à 140 bars, pour pouvoir nettoyer et décoller toutes les graisses, tout ce qu'on peut trouver dans les réseaux d'assainissement, et Dieu sait s'il y en a. En cas de forte pluie, l'eau peut monter à 1,40 m dans cette canalisation. Il faut donc traiter les parois pour assurer l'étanchéité. C'est le travail de ces hommes, installés sous terre pendant 3 mois, le temps de traiter les 400 mètres de la section. Vous allez voir la différence entre ce qu'on a vu en aval et les travaux qui ont été faits en amont. Les premières projections de béton qui ont été réalisées, le radier, le pied droit et la voûte de l'ouvrage. Les premières passes qui ont été faites. Donc de la rue Jean Massé jusqu'à la rue d'Aiguillon. Le chantier va se poursuivre encore quelques semaines. Il faut composer avec la météo. En cas de forte pluie, interdiction de pénétrer dans le réseau. Et chaque année, Eaux-du-Ponant réalise de nombreux travaux. Sur les travaux que Eaux-du-Ponant effectue bon an, mal an, qui se chiffrent à 10 millions, 10 millions d'euros, l'assainissement, ça représente à peu près 1,5 million. Depuis 2012, où la société publique Eaux-du-Ponant a repris la gestion de l'eau sur l'agglomération de Brest, le travail ne manque pas. Le réseau compte en effet 1400 km de canalisation sous la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nouveau point sur l'actualité régionale ce vendredi à 19 h. Passez une excellente soirée sur TBO et TB Sud.